Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au musée Carnavalet Histoire de Paris et accessoirement à la crypte archéologique de l'île de la Cité qui n'est pas loin. Et donc je me réjouis de cette journée d'études ici au musée en ce 6 mars 2026. Bon, c'est pas le 8 mars, mais tout comme, c'est après-demain. Donc, reconnaître les femmes, visibiliser leur parcours professionnel, raconter leur pouvoir d'agir et leur accomplissement professionnel, aller plus profondément encore dans les explorations des biais. Je pense que c'est important, c'est un terme emprunté au big data, mais qui est vraiment important dans la mesure où les statistiques révèlent en fait des biais cognitifs ou sociétaux qui font qu'une situation n'est pas forcément neutre ni équitable. Donc merci à toutes et à tous pour votre travail, pour vos réflexions, vos échanges qui sont extrêmement importants pour aujourd'hui et pour les générations à venir. Donc peut-être, étant donné que nous sommes ici au musée Carnavalet Histoire de Paris, que vous constituez un cahier de doléances féminines, donc extrêmement important pour recueillir la parole des femmes et des hommes, bien sûr aussi, leurs espoirs, leurs interrogations et j'ai tellement moi le poignet et leur importance, et l'influence. Non, ben je sais plus ma phrase. J'ai une raideur au poignet terrible. Donc je remercie Rose-Marie Mousseau, donc directrice du MAN, de nous avoir proposé cette journée d'études ici au musée Carnavalet Histoire de Paris. Nous nous en réjouissons. Merci aussi à Hélène Bouillon, donc du musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes, Ariane Thomas, département des Antiquités orientales, et au sein du musée Carnavalet Histoire de Paris, un grand merci à Néguine Mathieu, conservatrice en chef responsable du département transverse des ressources historiques, documentaires et numériques. Agnès Lascaux, qui nous a rejoint récemment, qui est responsable du département archéologie et de la crypte archéologique. Et aussi Sébastien Lamouret et les équipes techniques pilotées par Ephilide Cespedes au musée Carnavalet Histoire de Paris. Merci et excellente journée à vous. Merci, chère Valérie. Merci de nous accueillir effectivement dans ce mur qui autrefois fut une salle de l'archéologie. Donc, quelque part, nous faisons le lien avec ce passé aussi. Merci, chère Néguine, également de nous avoir vraiment appuyé pour cette organisation qui doit beaucoup à Hakima Ben Abderrahmane, que vous entendrez tout à l'heure et qui est responsable également du service du développement des publics et du développement culturel et des publics du Musée d'archéologie nationale. Mes chers collègues, chère Hélène, chère Ariane, c'est notre 3e session sur le sujet. C'est une session qu'on a beaucoup discutée ensemble. C'est une session effectivement qu'on souhaitait orienter vers les questions de sociologie. Sociologie des métiers, sociologie des terrains, puisque nous nous sommes rendus compte lors de ces 2 précédentes sessions consacrées à l'archéologie au féminin que ces questions de femmes archéologues, en fait, elles ne pouvaient survenir que quand on examinait finalement des contextes plus larges, des contextes qui étaient faits parfois effectivement de transmission, d'accompagnement, alors qu'il s'agisse de figures humaines ou de figures féminines ou de figures masculines, d'accompagnement à la publication et à un accès au terrain. Et ce qui finalement nous a beaucoup je dirais troublé initialement, ce sont les premières statistiques finalement qui étaient arrivées autour de quels sont les accès à la publication et comment se sont faits ces différents accès au terrain. Qui a donné l'autorisation en définitive à ces figures féminines de pouvoir procéder ainsi. La deuxième relation qui pour nous était importante, c'était finalement ces relations aussi de transmission entre femmes qui vont choisir un terrain et qui vont accompagner d'autres femmes à la recherche, accompagner d'autres femmes finalement à des révolutions méthodologiques. Nous allons du coup organiser cette séquence en 3 grandes parties, je dirais. Une première où un très grand merci effectivement à notre grand témoin du jour qui viendra introduire les problématiques associées, je pense, aux biais et aux difficultés qui ont été les siennes pour accéder à ces différents terrains.
Nous enchaînerons également avec des questions de publication, puisque c'est, je dirais, les deux grandes séquences qui vont être importantes, de présentation d'ouvrages de synthèse qui sont en cours de finalisation ou qui ont été publiés et qui sont autant d'accompagnements méthodologiques extrêmement importants pour nous aujourd'hui, pour révéler à la fois ces questions de parcours et puis d'organisation sociétale. Et le dernier volet est lié vraiment à ces questions de terrain ou de milieu que l'on a souhaité interroger, qui vont des pratiques terrestres, je dirais, aux pratiques subaquatiques, et qui passent également par des terrains géographiques complexes, donc, que nous souhaiterions évoquer à cette occasion. Un très grand merci, je le redis, à Carnavalet qui permet à cette journée d'être, j'allais dire radiodiffusée, mais non, on n'emploie plus ce terme-là, mais télétransmise en tout cas via les réseaux sociaux. Donc merci à tous ceux qui nous suivent directement dans cette salle, mais également à distance, en espérant que cette journée fera aussi date dans les réflexions autour de l'archéologie au féminin. Je reviens dans un instant, je vais juste récupérer mes notes parce que je suis venue quand même les mains dans les poches sur cette estrade. Et je vais du coup demander tout de suite à Madame Fanata Lobenheimer de me rejoindre sur cet espace. Donc cette grande figure, je commence déjà à introduire parce que c'est bien de ne pas avoir trop de blanc. Hop, sur le sujet. Donc cette grande figure de l'archéologie qui est Fanata Lobenheimer est quelqu'un qui a énormément accompagné les réflexions justement autour, je dirais, des échanges et de manière plus large de la construction de ces échanges à travers des contenants. Donc on a évoqué ces éléments-là ensemble un petit peu en amont. Vous êtes une archéologue qui a démarré sa carrière au CNRS en 1973, carrière qui avait été précédée de mémoire, alors je vais parler parce que c'est toujours pareil, les notes c'est une catastrophe, qui avait été précédée d'une thèse plutôt consacrée à l'archéométallurgie et aux questions effectivement de plomb et de bronze, si mes souvenirs sont bons. Donc de lingots, qui est déjà une base d'échange fondamentale. On le voit encore aujourd'hui avec la question effectivement de la compréhension de ces différents lingots et de quelque part la métrique qu'ils portent dans la dimension des échanges. Vous avez poursuivi avec une thèse d'État qui a été soutenue en 1984 sur la question effectivement de contenants qui sont presque notre quotidien, je dirais, quand on est sur un site archéologique, puisqu'il s'agit d'amphores. Ces amphores qui donc sont à la fois porteuses de formes, de typologies différentes, de points d'entrée géographiques aussi différents, mais qui sont également porteuses, parce qu'il s'agit de contenants, de contenus qui sont nos propres références au terme de contenu alimentaire, qui sont également des porteurs culturels et des vecteurs culturels. Vous êtes donc bien connus des archéologues de Gaule romaine, mais pas que, puisque vos terrains ont été aussi vastes quelque part qu'est l'archéologie. Vous avez fouillé également au Moyen-Orient, en Syrie. Vous avez également fouillé en Italie et vous avez fouillé en Afrique du Nord. Donc quelque part, vous êtes aussi une synthèse quelque part de ces échanges que vous avez voulu démontrer en matière d'archéologie méditerranéenne. Vous avez une carrière très longue, vous avez accompagné la structuration aussi au sein du CNRS d'un certain nombre d'unités. Je pense en particulier à l'unité qui est mon unité native, qui est l'UMR 7041 à Arscan, où vous avez également créé finalement je dirais, l'équipe à proprement parler autour de la Gaule et de la structuration des relations avec la Gaule. Vous avez continué, vous êtes aujourd'hui directrice honoraire, puisqu'on a passé le cap 2018, vous êtes directrice honoraire de recherche au CNRS et vous avez accompagné du coup un certain nombre aussi d'étudiantes et de chercheuses qui sont aujourd'hui mes collègues professionnels dans le monde de l'archéologie. Je vous laisse peut-être présenter aussi votre carrière et aborder quelque part ce que nous indiquions précédemment, quels ont été les biais que vous avez pu rencontrer et également les freins dans une carrière qui aujourd'hui est une carrière légendaire pour nous. Merci à vous. Je pense que ça fonctionne. Vous m'entendez? Oui. Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes, mais pas que. Il faut être un petit peu plus près. Je voulais d'abord remercier le musée Carnavalet de nous accueillir et Madame Musso d'avoir bien voulu accepter ma proposition de venir vous parler. Je dois dire que ça n'est pas une communication habituelle. J'ai l'habitude de parler de la recherche, des nouveautés. Et là, c'est beaucoup plus intime et je dirais beaucoup plus difficile. On va essayer d'y arriver. Est-ce que vous souhaitez que je tienne le micro? Comme ça, vous sera plus simple, vous aurez les mains libres. Ah oui, parce que j'ai besoin de ça. Tout à fait. Hop. Très bien. Merci. Voilà,
Ma passion pour l'archéologie, dont j'ai fait mon métier, est venue à la suite d'une autre passion quand j'étais adolescente, celle des romans policiers, c'est-à-dire l'intérêt pour l'enquête, l'observation, les hypothèses et la résolution d'énigmes. Sherlock Holmes fut en quelque sorte mon maître. Et vous voyez ces livres tellement usés qui sont toujours dans ma bibliothèque, mais que j'ai lus et relus. Ainsi, pour choisir quelle serait ma profession, j'ai initialement hésité entre commissaire enquêteur de police et archéologue. Certes, la première voie était alors strictement masculine, la seconde encore pas mal aussi, mais je ne m'en rendais pas compte du tout. Une femme m'a aussi inspirée, c'est Agatha Christie, romancière extraordinaire et épouse d'archéologue. Mais à y regarder de près, lorsqu'elle accompagnait son mari pour ses fouilles en Perse, à Suse, c'est bien un rôle traditionnel de femme que ce dernier lui imposait. Premier geste, en Angleterre, avant le départ, comme elle était très corpulente, il lui demandait de s'asseoir sur sa malle remplie à bloc pour arriver à la fermer. Et une fois sur place, son mari assignait tout naturellement à Agatha la charge des tâches ménagères pour l'équipe. Il m'a paru évident que dans cette affaire, le seul choix vraiment intéressant était de devenir archéologue soi-même. Je voudrais évoquer quelques souvenirs de ma carrière d'archéologue au CNRS en tant que femme entre 1973 et 2008, dans une ambiance qui aujourd'hui a bien changé, mais qui a encore des progrès à faire, me semble-t-il. Lorsque j'ai commencé à postuler au CNRS dans les années 70, l'état d'esprit qui prévalait dans l'archéologie française était encore celui-là. Les sujets honorables concernaient la Grèce et Rome, voire l'Égypte pharaonique, et la Gaule était considérée comme subalterne, voire méprisable, une terre de barbares. En outre, les sujets nobles tournaient autour de la statuaire ou de la numismatique, des beaux objets. La vie quotidienne n'intéressait pas grand monde et la céramique, c'est-à-dire surtout les emballages et le matériel de table et de cuisine, était un domaine négligé et sans avenir. L'archéologie sous-marine était encore balbutiante. La direction des antiquités sous-marines, qui deviendra plus tard le DRASM, venait juste d'être créée lorsqu'en 1967, son premier directeur me confia la direction d'une fouille sous-marine au Cap Corse. Il s'agissait d'une épave augustéenne magnifique, chargée d'amphores du sud de l'Espagne en route pour l'Italie, qui avait fait naufrage dans cette zone tumultueuse. Elle se trouvait par 56 mètres de fond, c'est beaucoup, et je ne savais pas encore plonger, et de plus, j'étais enceinte de 6 mois. Le travail au fond se faisait donc par 2 plongeurs professionnels, et je suivais les opérations depuis un petit bateau en surface, guidé par un relevé photographique sur papier. Puis, étudier les amphores, à terre, bien sûr. À la fin de l'été, nous avions récolté 559 amphores complètes que j'avais classées typologiquement, dessinées et dont j'avais fait la photo de synthèse. Fameuse photo qui était très intéressante parce que c'est la première fois qu'on avait une épave remplie d'amphores qui transportaient des sauces de poisson. Cette photo fut publiée aussitôt dans les informations archéologiques de Gallia, mais l'auteur de la photo et responsable de la fouille ne fut même pas cité. Si j'avais été un homme, la chose aurait-elle été différente? Quelques années après, désormais diplômé de plongée sous-marine, je participais à la fouille de l'épave de la Madrague de Gien.
Alors là, c'est une autre magnifique épave au large de Toulon. Encore des amphores, mais cette fois Wiener est venu d'Italie s'échouer près de Toulon au début du 1er siècle avant notre ère. Ainsi, mon intérêt pour les amphores et la céramique grandit, comme celui pour l'économie à l'époque romaine en Gaule et pour les vastes échanges que ces matériaux permettaient de retracer. Sujet certes novateur à l'époque, trop sans doute, ce qui a rendu difficile mon recrutement au CNRS pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Le double désintérêt pour la Gaule et pour les céramiques. Finalement, soutenu par mon directeur de recherche, Hubert Gallet de Santerre, un Athénien sensible aux nouvelles recherches et au développement de l'archéologie en Gaule, il était alors professeur à l'université de Montpellier, Paul Vallée. Mon recrutement eut lieu comme attaché de recherche. Il va sans dire qu'il y avait alors très peu de jeunes femmes archéologues lors de mes études à l'université. J'étais la seule dans un milieu de garçons. C'est à partir de ce moment que sont tombés à plusieurs reprises ce que j'appellerais des mots assassins, venant du monde masculin à propos d'une femme. J'en évoquerai quelques-uns qui ont parfois rendu difficile ma vie d'archéologue au féminin dans le monde de la recherche, mais aussi dans les milieux politiques locaux que j'ai eu à fréquenter lors de mes fouilles. Mais je soulignerai aussi l'appui et les bonnes relations avec des hommes et des collègues masculins pour lesquels mon statut de femme n'était pas du tout un handicap. La première attaque vint d'un cénacle d'universitaires, professeurs d'archéologie, tous masculins et bien établis, quand ils ont appris mon recrutement au CNRS. Le cri du cœur de l'un d'eux ne s'est pas fait attendre. Elle, si elle a été recrutée, c'est qu'elle a couché avec son patron. Et aucun de ces messieurs n'a réagi, acquiesçant à cette remarque comme normale, voire banale. De mon côté, parfaitement naïve, et loin d'être armée à l'époque pour entendre une telle réflexion que je ne pouvais même pas imaginer, j'en suis restée stupéfaite, outrée et profondément blessée. Ce fut ma première leçon. J'ai compris qu'il faudrait se battre, travailler dur, beaucoup plus dur que certains de nos collègues masculins, pour faire sa place et se faire reconnaître dans le monde de la recherche. En contrepoint, quelques décennies plus tard, j'ai été nommée directrice de la fameuse revue d'archéologie Gallia. Créée en 1943 par Jérôme Carcopino, c'est une revue qui a eu toujours des directeurs masculins et de grande notoriété. J'étais donc la première femme à occuper ce poste envié et n'eut à subir aucune remarque désobligeante, ni pour ma nomination, ni dans l'exercice de cette direction. Les temps avaient changé. Et pourtant, alors que j'avais ouvert depuis quelques années dans l'Aude, près de Narbonne, à Salelles-d'Aude, un chantier de fouilles sur le site d'un atelier d'amphores gauloises, je reçois la visite d'un collègue archéologue de terrain, lui aussi ami depuis la fac, et je lui montre le chantier. Il est intéressé et apprécie, puis conclut. Je ne t'en aurais jamais cru capable. Aurait-il dit cela à un collègue de sexe masculin? Poursuivant mes recherches amphoriques et découvrant l'existence et l'importance des amphores gauloises destinées à transporter le vin du Midi dans l'ensemble du monde romain et même au-delà, et cette carte que j'ai réussi à dresser m'a emmené évidemment en Grèce, à Chypre, au Proche-Orient, à travailler à Alexandrie aussi, mais beaucoup plus loin, jusque dans le sud de l'Inde. Et ça a été des voyages extrêmement intéressants et des études très intéressantes.
je me suis mise à utiliser à ce moment-là l'archéologie nucléaire, une méthode très novatrice. Elle permettait d'analyser des échantillons d'amphores retrouvés sur divers grands marchés de l'Empire pour déterminer leur origine en les comparant à ceux d'ateliers d'amphores du Midi que j'avais au préalable identifiés sur le terrain et dont j'avais prélevé des échantillons pour créer une base de données. Ainsi, des amphores ayant voyagé loin, mais ayant perdu les inscriptions peintes qui auraient pu déterminer leur origine, pouvaient-elles être rattachées à une région, voire à un atelier précis. Des courants d'échange économiques majeurs pouvaient alors être précieusement retracés. Mais c'était sans compter le frein qu'allait provoquer la nouveauté et la complexité de ces études auprès de la commission de nos pairs au CNRS, surtout des hommes, pas très jeunes, qui jugeaient nos travaux chaque année. De mon dossier, ils n'en comprenaient que la moitié, la partie entre guillemets littéraire. Pour le reste, calculs et tableaux de chiffres, ils n'y comprenaient rien et me jugeaient donc, m'ont-ils dit, sur la moitié de mon travail. Ici se posait le problème d'aller trop vite en avant ou plus, je pense encore, et en plus d'être celui d'une femme. Une bonne partie de mon activité a été occupée pendant 23 étés par la fouille de l'atelier d'amphores de Salelles-d'Aude, près de Narbonne. Dans ce milieu rural et viticole, mes contacts avec les viticulteurs et les maires du village ont été chaleureux et je n'ai jamais senti qu'être une femme était un problème. La qualité des vestiges que nous avions mis au jour et l'intérêt grandissant de l'archéologie pour l'économie et le monde rural m'ont porté à proposer de conserver ces vestiges remarquables en créant un musée de sites sur place. Il protégerait les fouilles en les ouvrant au public et, ce qui me tenait à cœur, restituerait aux viticulteurs et viticultrices leur patrimoine antique lié à la vigne et au vin. 17 ans après le début des fouilles, en 1992, après moult démarches auprès de diverses institutions, le musée Amphoralis était ouvert sur nos fouilles qui, par ailleurs, se poursuivaient. Mes échanges avec l'architecte Roland Castro furent excellents, notamment pour le choix du parti architectural surplombant les fouilles. Et vous voyez, les passerelles au-dessus des vestiges permettent de comprendre les vestiges parce qu'on est au-dessus. On n'est pas au ras de murs minuscules. Et cette idée m'était venue des fouilles sous-marines où, lorsqu'on plonge le matin au-dessus de l'épave, on s'arrête, on voit les choses de haut et on comprend. Donc c'était ça l'idée. Les difficultés d'être une femme apparurent curieusement au dernier moment pour l'organisation de l'inauguration du musée. Alors que je me trouvais avec les élus locaux, notamment les membres du syndicat intercommunal de Ginestas, partie prenante de l'affaire, qui répartissait les discours qui devaient être tenus par les diverses excellences, j'ai dû négocier dur avec ce monde si masculin pour être autorisée à prendre la parole 10 minutes pendant l'inauguration. Cette idée ne leur était même pas venue à l'esprit. Mieux encore, ils avaient fait graver une plaque de marbre qui devait être dévoilée le jour J. Y sont citées toutes les huiles nécessaires, des hommes bien sûr, et que des hommes, mais pas l'archéologue que j'étais, et pourtant à l'origine des fouilles du musée. Et du musée dont j'ai eu la joie de pouvoir créer tout le discours muséographique vraiment sans encombre, et ça c'était très, très gratifiant pour moi, et je dirais encore plus gratifiant que d'écrire des livres, parce que c'est quelque chose que l'on donne à un public large, qu'on explique simplement, et qui aura une portée beaucoup plus large que nos écrits scientifiques. Il s'est trouvé que l'association des fouilles de Salelles, composée de personnes du village et qui suivait la fouille depuis longtemps, n'a pas hésité à faire fabriquer en céramique
une autre plaque, on dirait une contre-plaque, qu'elle a fait placer également sur le musée et qui fut dévoilée après la première lors de la cérémonie. Décidément, les temps changent, mais lentement. En effet, au début des années 2000, j'ai été décorée chevalier de la Légion d'honneur par Catherine Tasca, première femme ministre de la Culture. J'étais très heureuse que notre ministre fût une femme. Quelque temps après, lors d'une réunion d'archéologues, encore une fois très masculine, près de Montpellier, l'un d'eux, apprenant ma décoration, s'est esclaffé. « Tu as eu la Légion d'honneur, toi ? Mais alors, on va tous la voir. » No comment. Un dernier mot sur le statut des femmes qui, traditionnellement en France, changeait de nom au moment de leur mariage. À la fin du siècle dernier, je participais comme archéologue à un congrès à Rome. Je venais de divorcer et j'avais repris mon nom de jeune fille, comme on dit, expression qui m'agace beaucoup. Un chercheur italien s'approche de moi et m'interroge sur mes recherches. Je lui réponds volontiers, puis, embarrassé, il me dit « Mais pourquoi travaillez-vous dans ce domaine puisqu'il y a en France Madame X, moi, qui fait ça très bien ?» Surprise, faut-il lui raconter ma vie, ou plutôt abonder dans son sens et dire que cette dame travaille vraiment très bien. Une recommandation à mes jeunes collègues femmes, on vous a donné un nom à votre naissance, c'est le vôtre, n'en changez jamais. Archéologie au féminin est un thème qui m'a fait réfléchir sur certains aspects de ce que j'ai vécu et qui a été pour moi l'occasion d'évoquer des choses intimes, longtemps enfuies, et que je n'ai jamais dites publiquement. Je l'ai fait pour les jeunes générations de femmes archéologues, que j'espère moins naïves que moi à mes débuts et plus respectées aujourd'hui. Mais je leur dis, bravo pour votre choix, restez vigilantes, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, blindez-vous contre les mots assassins et n'hésitez pas à y répondre. Un très grand merci pour ce témoignage, effectivement rempli de morceaux d'intimité, de morceaux de vie, de difficultés aussi qui ont été les vôtres, et d'étonnement, très honnêtement, puisque je pense que nous sommes plusieurs dans cette salle à avoir aussi entendu des choses similaires nous concernant, il fut un temps. Donc la pratique, malheureusement, est perpétuelle. C'est aussi à ça que ce cycle sert. Je vais peut-être laisser, parce qu'on a cette chance folle de l'avoir avec nous, je leur dis, vous êtes une légende pour nous. Je vais peut-être laisser la salle s'exprimer quelques instants, savoir si certains d'entre vous ont besoin ou ont des questions complémentaires à Madame Lobenheimer. Il y a juste Negin, je crois que tu as... Ouais, ah ben non. Ah non. Oui, je voudrais simplement vous dire que ce que vous avez vécu n'est pas propre au milieu de l'archéologie. Dans le milieu pétrolier, dans le milieu des travaux publics, c'était pas vraiment mieux. Pardon. C'est parfaitement juste et j'ai discuté récemment avec un ami DRH d'une grosse entreprise qui me disait on nous impose de recruter des femmes maintenant avec la parité, c'est épouvantable, elles ne sont pas toujours bonnes, mais c'est vrai que c'est dans tous les milieux évidemment. Je pense que vous pouvez le garder, je vais prendre un autre micro. Tout d'abord, merci pour votre récit. Et j'avais une question. Vous avez parlé de votre entrée dans le milieu de l'archéologie, la manière dont votre parcours s'est installé. Maintenant que votre notoriété, on va dire, est installée et beaucoup plus connue, est-ce que vous avez encore des retours, on va dire, de ce type de comportement, on va dire, tenant un peu du sexisme dans votre parcours, mais maintenant de manière plus récente? Ou est-ce que c'est quelque chose, maintenant que votre notoriété est installée, est-ce qu'elle est reconnue plus largement ?
Je dirais que la notoriété féminine n'est jamais tout à fait installée. J'ai moins de remarques parce que je suis moins active, bon, mais je crois que c'est pas gagné encore. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Surtout à vous. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, donc je vais la poser parce que vous avez indiqué à un moment donné, effectivement, que vous vous êtes dirigé vers quelque chose qui était négligé et qui est effectivement cette étude des contenants alimentaires, de la table en particulier. On le sait, le garum, le vin sont justement des vecteurs qui sont des vecteurs importants et culturels. Est-ce que vous avez été bloqué à un moment donné dans ces accès-là? Est-ce que vous avez rencontré des résistances justement pour déblayer ce terrain, ou précisément vous n'en avez pas rencontré parce que personne n'y s'y intéressait et que c'était très loin je dirais, des logiques épigraphiques ou gréco-romaines que nous pouvions Tout à fait, il n'y avait pas beaucoup de concurrence, en effet. En effet. Bon, et puis les temps ont changé peu à peu. Mais je voudrais redire aussi que quand la Maison de l'Archéologie s'est créée à Nanterre, à ce moment-là, j'étais directeur de Gallia et en tant que telle, je suis allée là et j'ai assisté aux réunions et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'équipes très nombreuses, mais vraiment très très nombreuses, mais qu'il n'y avait rien sur la Gaule. Et j'en ai parlé au directeur et à la directrice adjointe en disant mais c'est pas possible, vous êtes en Île-de-France, au cœur de la France, et il n'y a rien sur la Gaule, vous trouvez ça normal? Et puis finalement, ça a pu se faire. Mais c'est dire que la Gaule était vraiment qualifiée de quelque chose de terre barbare. Étonnant, étonnant. Ça suit finalement aussi en creux quelque part cette histoire de l'archéologie qu'on évoquera dans la prochaine session. Mais c'est aussi finalement une question de gain d'intérêt à un moment donné et je dirais presque oui en filigrane d'une structuration même de l'histoire de notre discipline que vous décrivez. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions dans la salle. Je crois que j'ai vu une main se lever tout à l'heure, mais non, tout est OK. Eh bien, dans ce cas, je vous remercie vivement pour ce partage de fragments de vie et puis de votre vie tout court. Merci. Je vais du coup appeler à mes côtés, je vais leur laisser la place, parce qu'elles sont deux cette fois-ci. Je vais donc du coup appeler à mes côtés Sophie Archambault-Debaune et Nathalie Richard, toutes deux professeurs universitaires, qui sont en train de composer un ouvrage fortement attendu, je dirais, qui sera un ouvrage de synthèse justement associé à un certain nombre de monographies de femmes. Elles ont toutes les deux déjà commis un article en 2023. Voilà. Je vous laisse peut-être le prendre. Un article en 2023 dans je dirais une synthèse plus large, qui était une synthèse issue du monde anglo-saxon, sans doute parce que la question des gender studies dans le monde anglo-saxon s'est posée depuis bien plus longtemps, et qui est un article également de fond, Women in Archaeology, et ce fameux recueil dont je vous conseille la lecture, publié en 2023, et avec cet article consacré effectivement aux femmes de la préhistoire en particulier. Alors, je vais commencer en termes de présentation peut-être par vous, Madame Archambault-Debaune. Vous êtes professeure universitaire attachée à Lyon 3. Vous êtes une préhistorienne très largement reconnue qui a énormément travaillé sur les questions de gestes, de techniques, mais également sur les formes d'invisibilisation autour des chaînes de travail. Vous avez effectivement produit un certain nombre de sujets autour finalement de cette place et de la position sociétale des femmes préhistoriques en matière d'archéologie. Vous avez pu analyser ces différents éléments-là et vous avez apporté un regard qui est complètement nouveau et qui est aussi un regard mitigé, disant qu'il faut garder méfiance sur nos propres biais également, qui sont des biais contemporains de surinterprétation autour des positions féminines. Que la question du genre est complexe à aborder effectivement dès lors que l'on parle d'archéologie. C'est quelque chose que l'on mesure dans notre quotidien effectivement aujourd'hui. Madame Nathalie Richard, vous êtes, je dirais, quelque part cet écho de ce qu'on vient de dire en matière de représentation de l'histoire de l'archéologie. Vous êtes professeur universitaire au Mans. Vous travaillez énormément sur ces questions autour de l'histoire et des sociabilités même de l'archéologie dans une discipline qui s'est constituée au XIXe siècle, qui s'est avant tout constituée effectivement par cette approche des temps anciens que représentait à ce moment-là la préhistoire, mais qui finalement traduisent quelque part aussi cette propre relation à la science qui est celle de l'archéologie et d'une épistologie qui est quelque part un peu contrariée pour les femmes. Vous avez étudié un certain nombre de destins de femmes qui font écho à ce qu'on a présenté lors des dernières sessions. Je pense en Dorothy-Garot en particulier, puisque nous conservons au Musée d'archéologie nationale ces archives et que vous les fréquentez assidûment.
Je vous laisse toutes les deux peut-être présenter cet ouvrage. Je vais me permettre d'être dans le public cette fois-ci, puisque j'attends énormément aussi de cette lecture qui arrivera dans l'année. Ah oui, d'accord. Non, mais ça va. Pour passer les diapos, c'est la petite flèche verte qui est là, et vous avez un pointeur également juste en dessous. Oh, je ne crois pas qu'on ait besoin du pointeur. Non, sauf si on veut montrer. D'accord. Donc cet ouvrage, qui est un ouvrage collectif, vous m'entendez bien là, ça va? Oui. Va sortir normalement en novembre, donc à CNRS Éditions. Et en fait, il prolonge une réflexion que nous avions commencée il y a quelques années, donc toutes les deux, et qui avait donné, vas-y, tu peux avancer, et qui avait donné lieu à un article dans cet ouvrage donc, qui s'appelle Women in Archaeology, qui a été publié il y a 2 ans, en 2023. Et donc cet article traitait de la question de la professionnalisation des femmes archéologues, donc au courant du XXe siècle. Et donc nous avons eu envie de prolonger cette question et de l'approfondir. Et c'est donc pour cela que nous avons donc réuni quelques auteurs. Et d'ailleurs, nous avons demandé à des hommes aussi, des hommes et des femmes, mais il y a quand même une très grosse majorité d'autrices, les hommes ne s'intéressant apparemment pas beaucoup à ce sujet-là. Et donc l'idée était d'essayer de voir comment les femmes étaient rentrées en archéologie et comment elles s'étaient professionnalisées. Donc nous avons adopté un point de vue historiographique plus que militant, puisque nous sommes convaincus, toutes les deux, que finalement l'érudition reste le meilleur préalable à tout engagement militant. Et ce faisant, on s'est rendu compte que finalement cet ouvrage comble une lacune historiographique, puisque aucune synthèse sur la place des femmes en archéologie n'avait été tentée, du moins en archéologie française. Et un des enjeux était de dépasser les études de cas et de prendre en compte la diversité des situations en fonction des périodes, en fonction des spécialités archéologiques et des contextes géopolitiques dans lesquels se déroulent donc les fouilles. Alors, la table des matières, je ne sais pas si vous pouvez la voir, montre que cet ouvrage n'est pas un inventaire exhaustif des femmes archéologues, mais on espère quand même que les articles permettent d'aborder la grande diversité des parcours. Nous avons fait le choix de ne pas nous centrer exclusivement sur des femmes françaises et d'élargir à des femmes étrangères formées en France ou qui ont exercé dans des institutions françaises. C'est particulièrement net dans certains cas, par exemple dans le cas des américanistes. Nous allons présenter ici quelques résultats d'ensemble et quelques hypothèses en privilégiant des exemples tirés de nos recherches respectives afin de ne pas déflorer les articles donc, de nos co-auteurs et co-autrices, dont certaines d'ailleurs participent à la journée d'aujourd'hui. Donc 2 d'entre elles interviendront, je crois, cet après-midi. Donc, dans un premier temps, on va esquisser une typologie des figures féminines qui prédominent, ou peut-être plus exactement qui sont plus visibles dans l'archéologie française jusqu'à l'entre-deux-guerres, donc 19e siècle jusqu'à l'entre-deux-guerres. Sur bien des points, les grands traits que dessine cette typologie ne sont pas propres à la France. Là comme ailleurs, des femmes sont présentes aux côtés des hommes dès les premières campagnes archéologiques. Certaines réussissent à s'émanciper peu à peu de la tutelle masculine et se professionnalisent au cours du XXe siècle. Parmi ces femmes, qu'on rencontre dans les sources, mais dont la présence est souvent tout juste mentionnée, figurent de très nombreuses femmes ou filles d'archéologues. Ces femmes entrent en archéologie un peu par effraction dans le cadre domestique. Elles sont formées et travaillent dans l'ombre d'un archéologue masculin, parfois amateur, et n'accèdent à une plus grande visibilité que lorsqu'elle le remplace, par exemple à son décès. C'est le cas parmi d'autres de Germaine Henri Martin, qui reprend les fouilles et le laboratoire de préhistoire installé au domicile familial du Perrat par son père, après le décès de celui-ci, Léon, en 1925. Devenue une chercheuse reconnue, dirigeant un lieu où se forment et se rencontrent de nombreux préhistoriens français et étrangers dans l'entre-deux-guerres, elle n'est cependant nommée maîtresse de recherche au CNRS qu'en 1963, à 61 ans.
Alors, elle est ici sur la photo, qui sont des archives familiales. C'est une source... bon, c'est pas grave, tu pouvais laisser la photo précédente. C'est la petite fille qui est à la droite de Léon sur la photo, avec des lunettes. Alors, en archéologie, comme ailleurs, comme dans toutes les autres sciences, il existe aussi des couples qui travaillent de manière plus ou moins égalitaire, des couples en sciences. Parmi les couples qui travaillent à égalité, on peut évoquer l'un des plus connus pour l'entre-deux-guerres, qui est celui de Saint-Just et Marthe Pécard, qui ont fouillé plusieurs sites mésolithiques en Bretagne dans les années 1930. Ils publient sous leurs deux noms, et le nom de Marthe est toujours placé en premier auteur, ce qui mérite d'être souligné. Il existe de nombreux autres exemples, y compris après 1945, de couples en préhistoire. On peut évoquer parmi d'autres celui de Jean Chavaillon et de Nicole Chavaillon du Triévos, tous deux élèves d'André Leroi-Gourhan, qui entrent au CNRS au début des années 50. Nicole a développé ses recherches au Sahara avec Henriette Alimène, puis en Éthiopie avec son époux. Un troisième cas de figure est celui de quelques femmes suffisamment éduquées et aisées pour être indépendantes et financer leurs voyages, leurs fouilles et leurs publications. Il existe plusieurs exemples au XIXe siècle de voyageuses qui s'intéressent ou se passionnent pour l'archéologie. Et ce type de profil subsiste au moins jusqu'à l'entre-deux-guerres. C'est le cas, par exemple, de Suzanne de Saint-Mathurin, qui fouilla pendant plusieurs décennies l'abri du Roc aux Sorciers dans la Vienne, dont elle était propriétaire. Avec les voyageuses archéologues fortunées du XIXe siècle, Saint-Mathurin représente en archéologie la version féminine des grands amateurs qui ont été mieux étudiés pour l'astronomie. Par les subsides et par les réseaux sociaux qu'elles peuvent mobiliser, ces femmes disposent de moyens de recherche parfois supérieurs à certains de leurs homologues masculins et ont parfois plus de pouvoir dans les cercles où peuvent se décider, par exemple, les nominations, notamment aux académies. Leurs exemples soulignent l'importance de mobiliser une grille d'analyse intersectionnelle qui ne se limite pas aux seuls critères du genre dans l'histoire des hommes et des femmes en archéologie. Voyons maintenant dans quel lieu ces femmes peuvent pratiquer l'archéologie avant 1939. Au moins jusqu'à cette date, l'accès des femmes au terrain archéologique se heurte à de nombreux obstacles. Leur participation au travail physique ou de direction d'ouvriers sur la fouille n'est pas conforme aux stéréotypes dominants sur le travail féminin. Leur capacité de résistance aux conditions inconfortables des chantiers est mise en doute, tandis que sont mises en avant, dans les sources on le retrouve pratiquement tout le temps, les dangers moraux de la promiscuité et le fait que la présence des femmes distrairait les hommes de leur mission scientifique. Ces arguments, on les retrouve en archéologie, mais on les retrouve dans de nombreuses autres disciplines scientifiques. La présence de femmes sur les chantiers est donc soit exceptionnelle, soit peu visible. Elle est un peu plus visible sur les terrains extramétropolitains, où la vie de chantier et la vie de famille se confondent souvent. Il peut même se produire, très exceptionnellement, comme le montre l'exemple du chantier de Koukoul Djemila en Algérie, que faute d'hommes présents localement, des femmes, souvent des filles ou des veuves, dirigent des chantiers. Dans ce cas, elles le font le plus souvent sous la direction à distance d'un homme. En France métropolitaine, la situation de responsabilité de chantier demeure plus rare encore, en tout cas jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, sauf dans le cas des couples, et seules quelques filles ou veuves d'eux et quelques femmes fortunées, comme le montre l'exemple de Saint-Mathurin, peuvent diriger des chantiers en autonomie. Si leur présence sur le terrain est une exception jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la chose est un peu différente dans certaines institutions où l'accès des femmes paraît un peu plus facile. Les archives institutionnelles rendent en effet visibles quelques femmes qui agissent dans les musées et les bibliothèques. Leur visibilité est toutefois souvent faible, car beaucoup y œuvrent soit en tant que bénévoles, donc elles n'apparaissent pas évidemment dans les listes des salariés, soit à des postes subalternes d'assistantes. Des recherches ont été menées depuis de nombreuses années maintenant sur la place des femmes dans les observatoires astronomiques et plus récemment sur les femmes dans les musées de sciences naturelles. Et ces enquêtes révèlent la présence de ces actrices institutionnelles à des postes subalternes, parfois bénévoles, dans de très nombreux pays occidentaux. Le cas français est encore assez mal connu,
Pour la France, il me semble qu'à ce jour, l'exemple le plus documenté ou le mieux documenté est celui du Musée de l'Homme dans l'entre-deux-guerres. D'où le choix de cette photographie. Enfin, il ne faudrait pas penser que l'accès des femmes aux institutions qui structurent les pratiques amateurs est plus aisé. Dans la période, les mondes amateurs ne sont pas plus ouverts aux femmes que les institutions où s'opère très progressivement la professionnalisation de l'archéologie. Dans les sociétés savantes, les femmes sont très peu nombreuses et quasi invisibles. Leur nombre augmente un peu à partir des années 1880, avec l'apparition de quelques actrices issues des milieux enseignants, des directrices d'école, des institutrices, des professeurs du secondaire. Ces femmes restent par ailleurs majoritairement exclues des activités scientifiques des associations. En revanche, elles sont présentes, elles participent aux activités mondaines, aux campagnes de levée de fonds, notamment lorsqu'il s'agit de protéger des sites archéologiques, et aux excursions, à l'image de celles qui sont organisées par les congrès préhistoriques de France à partir de 1905. Alors je me suis livrée à un travail statistique sur les membres de la Société préhistorique française. Et c'est un bon exemple, en fait, pour montrer la place des femmes dans ces sociétés. Donc, au début, le recrutement est assez sélectif, avec des membres issus de la grande bourgeoisie ou de l'aristocratie, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais je vais prendre évidemment un exemple féminin, et un seul exemple suffira. C'est celui de deux sœurs, la marquise de Luppé, qui est née princesse Albertine de Breuil, entrée à la SPF en 1910 et membre à vie jusqu'en 1946, qui a publié 2 articles en 1926 et 1927. Et sa sœur, Pauline de Breuil, comtesse de Pange, membre de 1921 à 1938, qui a livré un seul article en 1921. Alors les premières femmes, à part ces cas exceptionnels, les premières femmes, donc membres de la société, sont souvent seules, célibataires, étudiantes, enseignantes, directrices d'école ou encore bénévoles dans les musées. La première qui apparaît est Pauline Camps, officier de l'instruction publique, qui entre à la SPF en 1909. Il faut attendre 1923 pour noter la présence de 2 étudiantes à la Faculté des sciences de Paris. Les étudiantes restent peu nombreuses pendant longtemps, puisqu'on en compte 2 ou 3 par an jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ce faible nombre s'explique par le difficile accès aux études supérieures pour les femmes jusqu'au milieu des années 1920. L'exemple de la SPF montre à quel point la présence des femmes a été faible pendant la quasi-totalité du XXe siècle. Après plus de 50 ans d'existence, le quota des femmes stagne autour de 10%. C'est ce que vous pouvez voir sur le graphique. En 1976, les femmes ne représentent que 13% du total des adhérents. En 1981, Jean-Claude, président de l'association, remarque que sur 3000 membres, seulement 10% de nos collègues sont des femmes. C'est trop peu. Point d'exclamation. Alors, seules quelques-unes de ces femmes publient. Alors, certaines autrices ont beaucoup contribué, comme Henriette Alimène avec 12 articles, Denise de Sonneville-Borde, 11 articles, et Thérèse Poulain-Josian, 9 articles. Tandis que la majorité d'entre elles, c'est-à-dire les 33 femmes qui ont publié dans la SPF, n'ont publié qu'1 ou 2 articles. Rares sont celles qui font partie des instances dirigeantes de la SPF. Là encore, ce sont toujours les mêmes. Il faut attendre 1946 pour voir apparaître des femmes au conseil d'administration, et qui sont Henriette Alimène et Germaine Henri-Martin, qui resteront plus de 20 ans les seules femmes faisant partie des instances de la société. Donc vous voyez ici quelques noms, mais vous voyez qu'il y en a très peu, il y en a moins d'une dizaine. Alors voyons à présent les chemins possibles vers la professionnalisation pour les femmes. Alors, on observe quelques cas de rémunération à la fin des années 1930, avec la création du CNRS en 1939. Mais c'est surtout dans les musées que les femmes se professionnalisent avant la guerre. Si elles sont moins nombreuses que les hommes, elles sortent tout de même, grâce à leur statut professionnel, de leur invisibilité. À partir des années 40, il y a un effet de laboratoire
avec des directeurs puissants qui sont de véritables mandarins et qui font la carrière de leurs étudiants et étudiantes. Sur cette photo, on voit le roi Gourand, donc, qui est à l'arrière-plan à gauche, tout à fait à gauche, lors d'un stage du CFRE, donc un organisme qu'il avait créé en 1947. Ces stages ont marqué beaucoup d'archéologues formés à cette époque-là, donc à la fin des années 50 et durant les années 60. Et une bonne partie de ces stagiaires sont devenus ensuite d'éminents chercheurs, dont vous pouvez reconnaître ici Daniel Lavallée en blanc, qui est au centre, et Béatrice Debroise, épouse Schmider, qui est tout à fait à droite en noir. Également Hélène Balfet, tout à fait à gauche, en jupe noire et chemise blanche. Bon, je ne vais pas nommer tout le monde, mais pour ceux qui font de la préhistoire, ce sont des noms qui leur parleront. Alors la situation est un peu similaire pour les premiers laboratoires d'archéologie médiévale. Alors la majorité des femmes ont au début été recrutées sur des postes subalternes. Elles sont malgré tout visibles du fait qu'elles sont salariées et donc de ce fait elles apparaissent dans les archives institutionnelles. Alors j'ai juste pris un seul exemple, celui de Francine David, que vous voyez ici à gauche, à côté de Leroy-Gourhan, qui a été embauchée en 1962 comme technicienne. Et en fait, c'était une sorte de secrétaire polyvalente. Elle a géré tous les aspects administratifs, scientifiques, logistiques des chantiers de fouilles, ce qui veut dire que c'est elle qui faisait les courses et préparait les repas. Et donc, des chantiers de fouilles du patron, comme on appelait Leroy-Gourhan à l'époque. Et elle a plus tard développé une expertise en archéozoologie. C'est d'ailleurs Leroy-Gourhan qui l'a formée et qui lui a appris à reconnaître donc, les os. Et elle n'a pourtant publié des articles scientifiques sous son nom propre qu'à partir de 1972. Elle est devenue par la suite ingénieure d'études en 1984, puis ingénieure de recherche en toute fin de carrière, en 1992 seulement. Alors, lorsqu'elles accèdent à des postes de chercheuses, les femmes se heurtent au plafond de verre, ce qui n'est pas propre à l'archéologie, bien entendu. Bon, en 2009, j'ai pu me livrer à des statistiques sur les femmes et leur grade au CNRS. Et j'ai vu que les femmes de rang B, c'est-à-dire maîtresses de conférences à l'université ou chargées de recherche au CNRS, étaient à peu près aussi nombreuses que leurs homologues masculins, en préhistoire, alors que les femmes de rang A, c'est-à-dire directrices de recherche et professeurs, étaient nettement moins nombreuses que les hommes, ce qui veut dire qu'il y avait un problème au niveau de la promotion, le passage entre chargé de recherche et directeur de recherche. Mais malheureusement, aujourd'hui, les choses ont évolué parce qu'il y a des quotas aussi, et puis il y a beaucoup d'incitations à recruter et à promouvoir des femmes. Mais nous n'avons pas de statistiques spécifiques pour l'archéologie pour les toutes dernières années. En tout cas, là, vous voyez, c'est très parlant. On voit que pour les directrices de recherche, il y en a très très peu par rapport aux hommes. Alors, au début de cette professionnalisation, toujours en préhistoire, on note une certaine répartition genrée des sujets. En fait, les femmes arrivant en préhistoire un peu après les hommes se sont emparées des thématiques qui avaient été délaissées par les hommes. Quelques exemples. Henriette Kamps-Fabrer donc, a travaillé sur l'industrie, sur matière dure animale, parce que les hommes travaillaient massivement sur l'industrie en pierre taillée, en silex. Marie-Antoinette Delomley, qui avait une formation médicale, s'est intéressée à la paléopathologie. C'est une des toutes premières. Et d'ailleurs, Marie-Antoinette Delomley a été la première femme directrice scientifique adjointe au CNRS en 1994, en charge donc des laboratoires d'archéologie. Arlette Leroy-Gourhan, qu'on voit sur cette photo, est un cas à part. Elle a lancé un nouveau champ disciplinaire, la palynologie, appliquée à l'archéologie. Et elle a fondé un laboratoire qui a formé des générations de palynologues. Quasiment tous les palynologues français sont passés par ce laboratoire qui était dans les sous-sols du Musée de l'Homme. Elle était connue dans le monde entier pour son expertise. C'est elle qui a, par exemple, expertisé le contenu de Ramsès II. Elle a fait les premières analyses palynologiques de Lascaux, etc. Et pourtant,
Elle est restée bénévole toute sa vie. Elle n'a jamais eu de poste. Pourquoi ? Parce que son mari s'y opposait et il considérait que dans un couple, il ne pouvait pas y avoir 2 fonctionnaires, il fallait qu'il n'y en ait qu'un seul. Et donc, il a refusé qu'elle postule à quelque poste que ce soit. Donc, les historiennes des sciences parlent d'amatrice malgré elle pour décrire les obstacles qui empêchent les femmes de devenir professionnelles. Nous pourrions parler ici d'innovatrice malgré elle. Voilà. Je vais reprendre la parole pour quelques remarques de conclusion. Et nous aimerions souligner quelques points pour conclure cette présentation un peu générale. Comment expliquer la faible présence des femmes et les carrières retardées en France, au-delà des préjugés sexistes qui perdurent parfois jusqu'à nos jours ? Bien sûr, il y a des formes d'autocensure et des carrières plus hachées qui jouent un rôle en France comme ailleurs. En effet, notamment les maternités et le fait que les femmes suivent le plus souvent les déplacements professionnels de leur mari ralentissent ou empêchent des carrières. Il nous semble cependant qu'il existe une spécificité française qui ajoute, au moins jusqu'à l'entre-deux-guerres, un obstacle supplémentaire aux carrières des femmes. Elle tient aux particularités du système éducatif français, à l'existence de 2 parcours d'enseignement secondaire distincts jusqu'à l'unification du baccalauréat en 1924, au poids des grandes écoles non mixtes et aux agrégations distinctes. De fait, jusqu'aux années 20, seule l'école du Louvre et certains séminaires de l'école pratique des hautes études sont ouverts sans trop de difficultés aux jeunes Françaises. Mais s'ils permettent à des femmes de se former en archéologie et peuvent mener à quelques trajectoires dans les musées, ces cursus n'ouvrent pas les portes des carrières universitaires classiques. En France, le parcours d'une Dorothy Garrod est impossible jusqu'aux années 30. Un second point que nous aimerions souligner en conclusion et que nous développons dans l'introduction de notre livre est que prendre en compte les femmes dans l'histoire de l'archéologie implique d'écrire une histoire un peu différente de la discipline. Ce constat est d'ailleurs partagé par de nombreux auteurs et autrices qui étudient l'histoire des femmes en sciences. Une telle histoire met l'accent sur le collectif plus que sur les grandes figures. Par-delà la direction de fouilles et la publication de résultats, elle accorde notamment une place importante aux aspects techniques de l'archéologie et aux divers praticiennes et praticiens de ces techniques. Cette histoire dessine aussi une autre géographie. À côté des institutions publiques, les pratiques féminines en archéologie se déroulent aussi dans des espaces privés, notamment au domicile familial, comme le révèle le cas de Germaine-Henri Martin, ou encore celui d'Arlette Laura-Gourand, qui a développé ses premières recherches en palynologie dans l'appartement familial. Vous en avez ici une très jolie illustration, donc Suzanne de Saint-Mathurin, Germaine-Henri Martin et Dorothy Garrod, qui ne sont pas en train de boire le thé, mais qui étudient des silex. Enfin, cette histoire qui prend en compte les femmes estompe ou brouille les frontières entre l'archéologie en tant que pratique savante et d'autres pratiques culturelles. Le tourisme et le voyage, la protection du patrimoine, les pratiques artistiques. En archéologie notamment, comme dans d'autres sciences, donc comme dans beaucoup d'autres sciences, les illustratrices sont nombreuses et restent souvent dans l'ombre d'acteurs et d'auteurs masculins. C'est le cas par exemple des releveuses de l'art rupestre de Frobenius qui ont été récemment remises à l'honneur dans l'exposition Préhistomania au Musée de l'Homme. Merci pour votre attention. Un très grand merci. Effectivement, j'ai pris plein de notes parce que le sujet est d'autant plus intéressant qu'il fait complètement écho à la carrière que vous nous avez présentée. J'ai une question qui m'est tout de suite venue quand je vous ai écouté tout à l'heure et ma petite camarade Hélène me disait mais pose-la tout de suite. Est-ce que ce que vous avez relevé, c'est-à-dire avec cette question phare de Laura-Gourand indiquant que concrètement sa femme ne pouvait pas rentrer au CNRS parce que lui il y était, sont des phénomènes que vous avez relevés depuis au CNRS? Est-ce que c'est quelque chose qui
se maintient encore dans un certain nombre d'institutions? Alors, honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'autres exemples, parce que ce sont des souvenirs personnels qu'Arlette m'a racontés. Donc je ne crois pas que ce soit tellement publié, ce genre de choses. J'ai d'autres anecdotes du même genre, mais ce ne sont pas des choses qui sont publiées. Par exemple, Françoise Audouze m'a raconté que quand elle était chargée de recherche, elle a postulé pour passer ce qu'on appelait à l'époque maître de recherche, c'est-à-dire directeur de recherche seconde place. Et elle avait été classée, mais on l'a mise de côté parce qu'il y avait un homme qui était candidat aussi, et lui, il était en charge de famille. Donc il est passé devant elle et elle a été obligée d'attendre l'année d'après. Donc je pense que des anecdotes comme ça, il en existe beaucoup, mais elles ne sont pas forcément publiées. Ça suggère finalement une deuxième recherche parallèle en définitive, qui est ce côté des marges que vous décrivez, avec quels finalement sont les arguments qu'on va pouvoir trouver à un moment donné sur des nominations de personnes, puisque les rapports sont censés rendre public un certain nombre de sujets sur ces questions. Merci encore. Est-ce qu'il y a des questions dans cette salle? Il y en a plusieurs, je me doute. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre présentation. C'était absolument passionnant. Je ne sais pas si on m'entend bien. Alors, bonjour. J'avais une question concernant une blague que vous avez faite au début de votre présentation sur la participation en grande majorité de femmes autrices à votre publication et justement au désintérêt masculin sur ce sujet-là. Je sais que vous avez plutôt voulu avoir une dynamique historiographique et non militante, mais est-ce que vous avez le sentiment que même si des hommes s'intéressaient à un tel sujet, aurait-il une lecture aussi nuancée et complexe qu'une femme en s'intéressant à ce genre de sujet? Alors, on peut dire quand même qu'on a contacté beaucoup de collègues, hommes et femmes, beaucoup. On a eu du mal parce qu'il y a quand même beaucoup d'archéologues qui s'intéressent à l'archéologie, qui travaillent sur l'archéologie, mais qui ne s'intéressent pas forcément à l'histoire de l'archéologie. Donc c'était déjà difficile de trouver des gens qui travaillent sur l'histoire de l'archéologie. Et en plus, c'est vrai, l'histoire des femmes en archéologie, alors là, c'est encore plus difficile. Et donc les deux seuls auteurs masculins que nous avons finalement recrutés, c'est pour les américanistes. C'est donc Dominique Michelet et Éric Taladoire. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire on peut peut-être dire que la commande de ce type de travaux demande un assez lourd investissement parce que dans beaucoup de cas, il faut tout défricher. Donc peut-être que les autrices féminines sont à ce stade de l'histoire de la discipline plus motivées à réaliser ce type d'enquête. Et par contre, si on regarde sur une durée un peu plus longue, en histoire des sciences par exemple, il y a de nombreux auteurs masculins qui travaillent aussi sur la place des femmes en sciences. Donc, et avec tout autant de nuances. Donc, je dirais que c'est peut-être l'investissement qui est demandé actuellement pour faire ces enquêtes qui, pour des raisons de trajectoire personnelle et sans doute un peu de militantisme, ce qui est aussi notre cas, on n'écrit pas ce genre on fait pas ce genre de travaux sans avoir un peu cette arrière-pensée, fait que ce sont plutôt des autrices femmes qui nous ont répondu. Bonjour, merci beaucoup pour ce travail qui a l'air très intéressant. Je voulais partager avec vous un souci, une interrogation que j'ai, qui est surtout pour les périodes un peu plus anciennes avant la Deuxième Guerre mondiale, au XIXe siècle. Finalement, est-ce que les critères de la professionnalisation est pertinent? C'est-à-dire, il est sûrement pertinent pour nous aujourd'hui, puisque c'est la forme de la reconnaissance sociale. Mais si on prend, par exemple, le XIXe siècle, l'archéologie en soi est très peu institutionnalisée. Et en plus, depuis lors, ce qu'on appelle professionnalisation est quelque chose qui a entièrement changé de place dans la société. Donc, on l'utilise un peu transversalement et je ne suis pas sûre que c'est adéquat.
par exemple, il y a effectivement les filles 2 et les épouses 2, je suis d'accord. Mais les dessinatrices, vous les avez mentionnées, on en a dès le 19e siècle. Les traductrices, qui sont souvent des femmes. Les éditrices, les femmes qui font... Alors, éditrices, le nom n'est pas pareil. Le nom n'est pas pertinent puisqu'elles ne possèdent pas de maisons d'édition, mais c'est elles qui font tous les travaux éditoriaux. Donc, voilà, c'est quelque chose que je voudrais partager avec vous. Ça, c'est une chose, une inquiétude en fait que j'ai, parce que je pense sincèrement qu'il faudrait voir plus large. J'ai lisé hier soir sur des actrices, par exemple, qui faisaient des spectacles sur l'Antiquité pour collecter des fonds. Dans quelle mesure on ne dirait pas aujourd'hui que ce sont des gens qui travaillent dans les champs, même si on ne va pas dire que ce sont des archéologues diplômés, dans les champs de l'archéologie. Voilà, ça c'est une chose. Et peut-être signaler aussi un autre travail éditorial qui va être publiquement présenté lundi, c'est lundi après-demain, qui est un grand volume qui réunit 3 colloques sur l'archéologie grecque, les femmes dans l'archéologie grecque, voilà, et qui va paraître lundi qui suit. Voilà, merci. Alors, évidemment, l'ouvrage n'est pas paru, mais je vous invite à lire mon article qui porte exactement sur ces questions. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. On a simplifié ici. J'ai quand même rappelé qu'on avait évoqué la place des femmes dans les mondes amateurs. Et on n'a pas pris le critère de la professionnalisation de manière simpliste. Et on est bien d'accord qu'il fonctionne... pas, si vous m'avez écouté, j'ai mis beaucoup de précautions sur les institutions, s'opère progressivement la professionnalisation dans ces institutions. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'institutions, hein. Il y a des institutions pour l'archéologie au XIXe siècle, mais ce ne sont pas des institutions professionnelles, ou en tout cas où le critère de la profession est le seul critère d'entrée. Ces institutions, ce sont notamment les sociétés savantes qui encadrent quand même une grande partie des pratiques archéologiques. Les quelques femmes auxquelles j'ai fait allusion sont des amatrices. Les femmes qui publient dans la SPF, de toute façon, pratiquement jusqu'aux années 40, il n'y a pas de professionnels. Donc c'est vraiment l'entrée dans l'archéologie, qui passe entre autres par la professionnalisation, mais pas seulement, bien sûr. Et donc ce sur quoi on voulait insister, c'est sur le fait que la professionnalisation, ça visibilise, même si c'est à des postes subalternes, parce qu'on trouve du coup des traces dans les archives institutionnelles des salaires, en fait, voilà. Et d'où cette importance de ce critère sur le plan historiographique pour repérer et identifier ces actrices. C'est beaucoup plus compliqué dans les espaces non professionnels. Et donc là, on a recours à tout ce qu'on peut. Donc les listes des membres des sociétés savantes, mais c'est pas très précis. Et beaucoup de sources iconographiques. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même des femmes sont présentes sur les images, mais elles ne sont pas présentes ni dans les archives manuscrites, ni dans les textes imprimés. Et d'ailleurs, pour la SPF, c'est assez amusant parce qu'on voit les premiers annuaires. Chaque année, ils publiaient l'annuaire des membres. Donc au début, on a monsieur, madame ou mademoiselle, et on a la profession. Ce qui fait qu'on peut savoir si les femmes étaient mariées, pas mariées, si elles étaient indépendantes ou pas. Et puis petit à petit, ça évolue. Et dans les années, alors je n'ai plus en mémoire, mais je crois que c'est dans les années 80 où on enlève les prénoms, on ne met plus que l'initiale. Et puis à un moment, on enlève monsieur et madame, il n'y a plus que le nom, quoi. Donc là, dans les années 90, j'étais obligée d'arrêter parce que j'avais plus les informations, en fait. Et on ne mettait plus les professions non plus. Donc à la fin, c'est une liste de noms. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Il y a juste une initiale et un nom de famille, c'est tout. Mais c'est amusant parce que ça montre comment petit à petit, on a moins donné d'importance à ce genre de choses, en fait. Bonjour et merci beaucoup. Je me demandais, comme on a souvent l'exemple de Dorothy Garrod, Suzanne Cassou de Saint-Mathurin et Germaine Henri Martin, qui est ce magnifique trio, si on avait dans l'histoire des femmes en archéologie plus de récits, justement, vous parliez de collectifs, en tout cas de recherche collective face à des parcours individuels d'hommes, et je me demandais aussi si ça changeait
dans le parcours universitaire actuellement, dans la méthodologie, de mettre en valeur plus une mise en commun et un travail de recherche collectif plutôt qu'un travail de recherche concurrentiel et individuel. Ça dépend, je ne suis pas sûre de comprendre tout à fait votre question. Nous, ce qu'on indique, c'est que c'est la discipline archéologique qui est un travail collectif masculin et féminin, et que quand on s'intéresse aux femmes, on voit cette dimension plus fortement parce qu'elles émergent moins comme autrices solitaires, on pourrait dire, d'un travail archéologique. Les solidarités féminines, ça c'est très difficile parce que ça va être des solidarités informelles. Donc là, il faut travailler avec les archives privées, les correspondances. C'est chronophage et donc on documente des cas. C'est sans doute compliqué, sauf quand commencent à apparaître des associations, mais c'est très récent, comme vous le savez. Ces associations de femmes en archéologie. Mais il y a peut-être aussi des initiatives collectives féminines, lancées par des femmes. J'ai un exemple en tête, c'est la commission sur l'étude de l'industrie osseuse qui a été lancée par Henriette Kamps-Fabrer. Et elle a réuni toute la communauté, à l'époque, c'est dans les années 70-80, elle a réuni toute la communauté des gens qui travaillaient sur ce sujet-là, hommes et femmes. C'est vrai qu'il y avait peut-être une majorité de femmes, mais enfin, il y avait aussi des hommes. Alors je ne sais pas, il faudrait creuser la question. Est-ce qu'il existe d'autres initiatives de ce genre-là ? Mais en tout cas, là, typiquement, elle a voulu créer une communauté de tous les gens qui travaillaient sur ce sujet-là. Et c'était vraiment quelque chose, je ne sais pas si un homme aurait eu forcément la même idée, j'en sais rien. Je ne peux pas répondre. Je vais essayer de faire court pour la dernière question. Pardon. Merci beaucoup pour votre intervention, c'était super intéressant. C'est une question un peu en deux, pardon, je vais faire vite, mais c'était par rapport aux femmes qui ont un peu disparu derrière ces grands noms de la préhistoire. Je pense à Annette Leroy-Gourhan, à Marie-Antoinette Delhomelet par exemple. Et est-ce que vous avez travaillé sur leur trajectoire en particulier, à quel point en fait leurs très grandes compétences ont disparu derrière ces figures tutélaires de la préhistoire que sont leurs maris, et si vous aviez des recommandations sur la manière dont, en tant qu'enseignante en licence et en étant aussi passée en licence, quand on apprend l'histoire de l'archéologie, on apprend ces grands noms-là et en fait on apprend que bien plus tard en fait que voilà, leurs femmes ont été aussi ultra importantes dans leur recherche, et si vous aviez des recommandations pour peut-être, en tout cas pour les prochaines générations, de présenter les choses peut-être un peu différemment quand on donne ces cours-là, quoi. Moi, je dirais, moi je suis historienne des sciences, donc je donne des cours aussi d'histoire des sciences en licence. J'insiste beaucoup sur la dimension collective et sociale de l'activité scientifique, en disant que les grands noms sont une sorte d'illusion fabriquée de l'intérieur des disciplines pour plein de raisons. Donc je dirais cette dimension-là, et puis ensuite... on peut aussi utiliser quelques outils plus théoriques sur les mécanismes de la visibilité, donc ce qui a été écrit sur l'effet Mathilda, mais aussi pour les hommes, ça vaut aussi avec l'effet Matthew, donc présenter aussi ces éléments-là peut-être aux étudiants. Voilà. Le risque... en tout cas d'un point de vue historiographique, c'est de remplacer une histoire des grands hommes par une histoire des grandes femmes. Il me semble que dans les deux cas, ce sont des récits qui n'apportent pas grand-chose sur la compréhension des logiques disciplinaires réelles dans leur développement dans l'histoire. Voilà ce que je dirais. Alors du coup, effectivement, c'est pas facile parce que pour présenter des exemples, on choisit les quelques femmes pour lesquelles on a des images, voilà. Mais on a essayé à la fois, Sophie dans son article qui part comme d'une analyse quantitative, et puis
dans beaucoup des textes, en fait, vous verrez apparaître des figures complètement inconnues et beaucoup moins visibles que celles qu'on a présentées ici. Et souvent, d'ailleurs, à propos de l'invisibilité des femmes, on a eu un problème avec les noms de famille, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont le même nom que leur... On en a parlé tout à l'heure, hein, le même nom que leur mari, et même parfois le même prénom. C'est-à-dire, c'est par exemple Madame Pierre Durand. C'est pas Madame Joël Durand, c'est Madame Pierre Durand. On met le prénom du mari. Donc, il y a des femmes, on ne connaît même pas leur prénom, on ne connaît pas leur nom de jeune fille, on ne connaît pas leur prénom. Donc ça, c'est quelque chose qui a évolué. Là aussi, il y a eu une bascule, mais ça a été très progressif. Il y a encore, d'ailleurs, aujourd'hui, des archéologues qui exercent aujourd'hui, qui ont le nom de leur mari, mais c'est de plus en plus rare, hein, quand même. Ou alors, il y a les deux noms. Et à propos de ce que racontait Fanette tout à l'heure, moi j'ai une anecdote aussi rigolote, c'est Catherine Farisi qui a changé 3 fois de nom. Donc c'est compliqué, si on ne la connaît pas, on se dit tiens, il y a une personne qui a travaillé sur le même sujet, parce qu'elle s'est mariée, divorcée, remariée, etc. Et à chaque fois, elle changeait de nom. Donc c'est pas facile quand on essaye de tracer sa biographie. Donc effectivement, je redirais ce qu'a dit Fanette tout à l'heure, surtout, gardez vos noms de jeunes filles. Et puis ça évitera les questions. Moi, j'ai eu exactement la même chose que Fanette, j'ai divorcé. Et au début, par amour, j'avais accolé le nom de mon premier mari derrière le mien. Et quand j'ai continué à publier en ne gardant que le mien, le deuxième nom a sauté. Ah, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bon, questions indiscrètes. Voilà. C'est là que l'intimité se percute effectivement avec la vie professionnelle. Un très grand merci à vous pour ce témoignage et cette étude effectivement exhaustive concernant les femmes dans la préhistoire. Alors, je crois qu'on a le temps pour une très courte pause. Donc, on se retrouve dans 5 minutes pour pouvoir effectivement poursuivre. Merci à tous.